et pourquoi pas réviser ou changer la constitution de la RDC. Qu'est-ce qui fait peur dans ça? La dernière visite officielle du désormais ancien président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, en Afrique, précisément en Angola, quelle retombée pour la RDC, mais également cette exhortation du président de la République à Isiro lors de la célébration du 60e anniversaire de la bienheureuse Marie Anuarité Nengampeta, qui exhorte les hommes d'église, notamment l'église catholique et l'église musulmane en RDC, de prier pour que la paix soit resplendie dans la partie est de la RDC, feront l'objet de cette grande émission et nous avons l'honneur de recevoir pour vous un député honoraire. Tout d'abord, il est secrétaire général de la communauté musulmane en RDC. C'est lui le secrétaire général légitime et officiel. Il est également président du Parti des Vertus Républicaines, PVR, mais aussi membre de la conférence des présidents du FCC. Nous citons l'honorable Moussa Kalema. Bienvenue, honorable. Bonjour. D'entrée de jeu, vous êtes l'une des autorités ecclésiastiques en RDC. Le président de la République, lors de son discours à Isiro, célébrant le 60e anniversaire de la bienheureuse Marie Clémentine Anuarité, il vous a invité, vous les hommes de l'Église, de prier pour que la paix redevienne dans la partie est du pays. Et c'est là, après plusieurs démarches entreprises par le gouvernement, qui sont d'ailleurs en cours, nous pouvons citer les processus du Luanda et autres. En tant qu'homme d'église, comment appréciez-vous cette exhortation du chef de l'État? D'abord, je vous remercie de m'avoir approché pour échanger sur l'actualité du pays. J'ai suivi comme vous l'exhortation du chef de l'État. Mais je n'ai pas été surpris par cette exhortation. Mais simplement, D'ici que le chef de l'État, aujourd'hui, ça c'est la sixième année de son mandat, il pense exhorter l'Église catholique, qui a comme mission toujours de prier d'ailleurs, qui a comme mission d'être en communion avec l'Éternel pour les biens de l'humanité, comme la communauté islamique, la religion musulmane, qui est une religion de soumission en un seul Dieu, et que le chef de l'État nous demande de prier pour que la guerre cesse. Je crois que le chef de l'État s'est trompé d'adresse. C'est un aveu d'échec, selon vous? Bien entendu, non simplement un aveu d'échec, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une déception pour ma part. Parce que si le chef de l'État cherche à prendre le pouvoir, c'est pour exactement gérer la République, entre autres, sécuriser le pays, ses frontières, ses hommes, ses richesses, cet espace Congo. Donc le chef de l'État, effectivement, a fait un aveu d'échec. Et qu'il n'arrive pas à sécuriser le pays et il estime que maintenant c'est par les prières que nous allons sécuriser le pays. Non, non, je crois que il y a véritablement un problème, qu'il est temps que le chef de l'État essaie de tirer toutes les conséquences de sa gouvernance. Mais ce n'est pas uniquement par la prière que la paix sera resplendie dans la partie Est, mais vous gérez quand même des communautés et vous êtes des autorités, je l'ai bien dit, ecclésiastiques en RDC, dont le chef de l'État. Non, il ne faut pas. Le chef de l'État. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Vous avez une portion du pouvoir aussi. Oui, nous avons une portion du pouvoir. C'est celle de conscientiser les citoyens pour qu'ils puissent se baigner dans le patriotisme, pour l'amour de la patrie, la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas? Nous sommes là pour appeler notre peuple au bien, à faire le bien. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Mais nous ne sommes pas là à demander au peuple d'aller faire la guerre. Mais vous fidèles. La guerre, c'est lui qui le fait. Partie du peuple meurtri de cette partie du peuple. Mais exactement. Le rôle maintenant du pouvoir public, c'est quoi? Justement, c'est de sécuriser nos compatriotes, nos fidèles.
qui ne sont pas sécurisés par un pouvoir démissionnaire au jour d'aujourd'hui. C'est la démission d'un État. En d'autres termes, le chef de l'État dit, voilà, moi, vous m'aviez donné la mission de... Et d'ailleurs, il s'étarque dans toutes ces rencontres qu'il est les garants de la nation, les garants du bon fonctionnement des institutions. Mais il est garant en quoi s'il n'arrive pas justement à sécuriser son pays, à sécuriser ses compatriotes qui sont justement nos croyants à nous. Nous et nos croyants prions chaque jour. Mais Dieu nous a tout donné. Il a donné à ces pays des richesses, il a donné à ces pays des ressources humaines, des ressources naturelles. Il nous a donné également cette foi inébranlable. Et malheureusement, il nous a donné de très mauvais dirigeants. Et donc c'est aussi une occasion pour moi de dire que le chef de l'État doit saisir de telles opportunités pour cette ère, au lieu de tenir des propos qui, quelque part, discréditent l'État. Je n'ai jamais vu ça. Je vois des gens qui sont en guerre, comme à l'Ukraine, le président ukrainien demandait à ses églises de prier. Je vois les présidents ukrainiens mobiliser les moyens, rechercher les moyens à travers le monde, le financement, pour que son armée soit efficace et soit au front, puisse avoir les moyens de sa politique. Vous pensez-vous, honorable Moussa Kalema, que cette exhortation du chef de l'État est... C'est une moquerie. C'est inopportune et je pense que c'est une moquerie. C'est que ce chef de l'État, il n'est pas croyant, il ne croit pas lui-même à Dieu. C'est pas par la prière que vous allez terminer ces guerres-là. Le Parlement lui donne un budget costaud. Au jour d'aujourd'hui, il lui donne les moyens pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils font avec les moyens qu'ils prennent pour faire la guerre? Qu'est-ce qui manque pour mettre l'armée à l'état de faire la guerre? Ce qui manque, justement, premièrement, c'est le leadership qui est tortueux, qui est faible. Deuxièmement, le manque de morale et d'éthique, effectivement. La seule chose que moi je pouvais demander aux confessions religieuses, si c'était à l'époque, c'est d'excommunier certaines autorités, certains dirigeants de ce pays. Dans leur confession? Dans leur confession. Parce que, disons-nous la vérité, ces gens-là, ils ne prient pas, ils viennent simplement remplir inutilement les confessions, les églises. Parce que des gens qui prient, qui craignent Dieu, ne peuvent pas commettre les atrocités qu'ils sont en train de commettre, des manquements qu'ils sont en train de commettre. Car vous ne pouvez pas assumer des responsabilités, démissionner. Laissez la responsabilité à ceux qui ont la capacité de gérer le pays. Qu'est-ce que l'Église vient faire dans la prière, dans cette guerre? Et depuis combien de temps? Chaque fois, vous suivez les cardinals. Je vais parler de lui, je ne vais pas parler de la communauté islamique. Et l'Église catholique, c'est pour monnaie, pour éveiller les patriotes, les consciences. Deux fois, ils sont pris à partie par l'IDPS. Donc, je crois que le chef de l'État s'est trompé d'adresse et ceux qui l'ont conseillé, ils l'ont très mal conseillé. Il a fait un très mauvais discours, une très mauvaise prestation face à un événement qui est celui justement de commémorer, je crois, annualité. Donc ce n'était pas l'endroit indiqué pour venir tenir de tels propos qui sont des propos moqueurs. Voilà. Vous avez dit que c'est au gouvernement de finir la guerre, mais le chef de l'État, en lançant cette exhortation à vous les hommes d'église, il ne voulait pas dire que c'était un signe de désespoir, parce qu'il y a un processus qui est en cours dans ce sens de rechercher la paix dans cette partie du pays, honorable Moussa Kalema. Pourquoi il est lance simplement aux catholiques et aux musulmans? Pourquoi il s'adresse aux catholiques et aux musulmans? Parce que vous êtes majoritaire. Parce que nous sommes majoritaires. Vous pensez que l'ECC n'est pas majoritaire? Vous pensez que, mises ensemble, toutes ces confessions religieuses, les églises de réveil qu'ils manipulent, que le pouvoir manipule à longueur de jour? Il a toujours lancé cet appel aux attendez, vous, les musulmans. Attendez, en même temps, les mêmes chefs de l'État torpillent, les mêmes pouvoirs, torpillent les confessions religieuses, divisent les confessions religieuses. Vous savez ce qui se passe avec les églises de réveil? Et comment Dodo est arrivé à la tête des églises de réveil, vous savez. Vous êtes journaliste, je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez comment la communauté islamique au jour d'aujourd'hui a été mutilée. C'est le même pouvoir. Au régime? Et bien entendu, sur le régime. C'est le régime qui voulait imposer à la tête de la communauté islamique un musulman, mais qui n'est pas membre effectif de la communauté islamique. Vous faites allusion à l'actuelle autorité spirituelle de l'église musulmane? Non, je ne peux pas considérer qu'il est actuel, mais avec, disons, les patentins
la personne que le pouvoir manipule pour torpiller la confession religieuse musulmane. Tout simplement parce qu'on a voulu avoir quelqu'un de sa tribu. Un usurpateur selon vous? Et bien entendu, un usurpateur, c'est connu. Ce n'est pas selon moi. Je vous ai indiqué qu'il est musulman, mais il n'est pas membre effectif de la communauté. Je te pose la question. Est-ce que tous les prêtres catholiques, parce que je crois que vous l'êtes, sont membres de la Cinco, siègent à l'Assemblée générale de la Cinco, peuvent élire le président de la Cinco, peuvent être éligibles à la Cinco? Non. La communauté islamique a ses membres, 350 membres effectifs, les seuls qui peuvent siéger à la communauté, qui peuvent siéger à l'Assemblée générale de la communauté islamique. Alors vous voulez dire et les messieurs Eli Bondo, il n'en fait pas partie. Il n'en fait pas partie. Je suis secrétaire général depuis 2009, donc je connais la communauté. J'étais successivement secrétaire général, représentant légal adjoint, secrétaire général. Donc je connais la communauté. Tout simplement, on a voulu l'imposer parce qu'il est de même tribu que le chef de l'État, comme on l'a fait avec les églises de réveil. Et c'est cela, justement, c'est à ces gens-là que vous torpillez avec de l'argent, que vous corrompez, que vous êtes en train, justement, de détruire l'image. Vous allez demander à ces hommes de prier pour qu'ils fassent des miracles. Il n'y a pas de miracles à faire. La guerre, il faut la faire. La guerre, il faut armer l'armée et le militaire. Il faut les mettre en état de faire la guerre. Il faut leur donner les moyens matériels et financiers. Il faut les mettre leurs familles dans des conditions sociales dignes. Vous verrez que l'armée va faire le travail. Cette armée a déjà fait montre de ses preuves depuis Mobutu. Vous savez combien de guerres l'armée congolaise a gagné à travers ce pays et même à travers l'Afrique. Voulez-vous répondre à cet adage qui dit que celui qui veut la paix prépare la guerre? Et bien entendu, c'est ce que nous devons faire. Nous devons préparer la guerre. Et surtout que lui n'a pas trouvé de guerre. Lorsque le chef de l'État est venu ici, il n'y avait plus de guerre dans ce pays. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de guerre. Il n'y avait plus de guerre. Le M23 qui fait la guerre aujourd'hui était de fait. Vous le savez, depuis 2013. C'est clair et net que le M23 a été de fait, c'est connu, le discours du chef de l'État lui-même a reconnu cela. Donc, lorsqu'il prenait le pouvoir, il n'y avait plus de M23 dans ce pays. Le M23 était cantonné, démobilisé en Ouganda et une partie au Rwanda. C'est lui qui est allé les prendre. Vous le savez, lorsqu'on les a casés, comme l'a indiqué lui-même le chef de l'État lors du briefing, que ce n'était pas lui, mais c'était le ministre de l'Intérieur qui les a fait venir. Casé à Béatrice pendant 14 mois, aux frais de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, hormis le M23, il n'y avait aucune autre rébellion à l'est du pays? Non, écoutez, les rébellions pouvaient exister. Les rébellions, ça ne vient pas de l'extérieur. Les rébellions, ce sont des pouvoirs. Non, écoutez, toutes ces choses-là, il y avait la calmie, la preuve. On a fait des élections sans problème dans ce pays. Il n'y avait pas une guerre ouverte. Il n'y avait pas une guerre comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'y avait pas de partie de ces territoires, des territoires nationaux, qui échappaient à la République aujourd'hui. Notez qu'il y a au moins 5 territoires qui échappent au contrôle de l'État central. En d'autres termes, qui sont déjà en fait des mini-États. Parce que dans ces conditions-là, dans ces territoires-là, le gouvernement congolais ne met pas ses pieds là-bas, ne contrôle absolument rien. La partie occupée par les M23 est occupée par Nanga échappe totalement. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de la balkanisation du pays que le chef de l'État est en train d'entériner, comme l'avait dit d'ailleurs Ngwanda. Je continue à marteler que les gens avaient minimisé les analyses pertinentes et intelligentes d'Ngwanda qui disaient que le chef de l'État est venu pour matérialiser la balkanisation du pays. C'est ce qu'il a fait. Ce sont toujours des intentions que vous lui prêtez, mais aujourd'hui, révision... Je ne peux pas comprendre qu'un journaliste parle des intentions alors que les faits sont là. Je vous ai parlé de faits. Quand Ngwanda parlait, il n'y avait pas encore de faits. Quand le chef de l'État a fait adhérer à l'EAC notre pays, Ngwanda avait déjà dit. Ngwanda avait déjà annoncé. Que la RDC va accéder à l'EAC? Il avait dit qu'effectivement, il faut faire attention avec ce chef de l'État, qui est notre fils, mais qui risque. Ngwanda, c'était un opposant, on n'allait que comprendre. Est-ce que maintenant, ce qu'il avait dit ne s'avère pas vrai? Ça veut dire quand on est dans l'opposition, on ne réfléchit plus.
Laisse-moi te dire que les opposants réfléchissent mieux, qu'il y a des fois que ceux qui sont au pouvoir, qui sont si vous voulez, aveuglés par la gloire passagère. N'est-ce pas? Et donc, vous avez vu, vrai, le chef de l'État a commis beaucoup des actes de trahison dans ce pays, de traîtrise dans ce pays. Je crois que nous reviendrons avec des arguments probants pour démontrer ce que nous disons. Donc le chef de l'État aujourd'hui n'a pas cherché. Voilà, le fait d'ailleurs qu'il demande et aux églises de prier pour que le miracle s'accomplisse et que nous puissions, le pays soit libéré, ça prouve que le chef de l'État est démissionnaire. Révision ou changement de la Constitution, parlons-en. Vous êtes parmi les signataires de la déclaration commune de l'opposition. On vous a vu dans la salle. Dites aux Congolais aujourd'hui, parce qu'il faut dire la vérité, pourquoi vous avez peur de cette initiative prise par le chef de l'État, et surtout qu'il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Lui-même, il a dit. Vous savez, moi, ce qui m'étonne, des fois, quand vous, les journalistes, vous posez des questions, on dirait que vous avez déjà une partie prise pour essayer d'influencer le débat ou amène l'opinion. Ce n'est pas du Attendez, lorsque vous dites... Nous avons toujours été les non, attendez, lorsque vous posez votre question en disant que nous avons peur, que nous voudrons... Parce que vous n'en voulez pas. Est-ce que c'est un problème de peur ou bien c'est un problème d'être légaliste et d'être respectueux des textes? Ce n'est pas nous. C'est les textes de la République. Je voudrais que vous puissiez vous rappeler en tant que chevalier de la plume et de la plume du présent. Oui. Voilà. Que la simple révision d'une disposition de la loi constitutionnelle dans ce pays a fait couler du sang. Sous votre gestion. Sous notre gestion. J'ai dit disposition, pas de la loi. Parce que vous avez tenté. La loi, il n'y a aucune interdiction de changer des dispositions de la loi électorale. Je parle de la loi électorale, je ne parle pas de la constitution du pays. Lorsqu'on a revisé la constitution du pays, il n'y a pas eu... Le sang n'a pas coulé. En 2011, lorsqu'on a changé la disposition relative au mandat, en fait, non, au détour. Il n'y a pas eu de sang. Parce que ça n'énervait pas ni les consciences, ni la Constitution. Parce que ce n'est pas une disposition intangible, ce n'est pas une disposition verrouillée. Pourquoi aujourd'hui ça pose problème? D'après vous, ça énerve? Ça énerve aujourd'hui. À quel niveau? Ça énerve dans la mesure où d'abord, le chef de l'État lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Tantôt il parle de la révision constitutionnelle, tantôt il parle des changements des constitutions. Maintenant, lui pèse par du changement. Alors, mais quand on parle de changement, ça veut dire quoi? Abroger la constitution qui existe, supprimer la constitution qui existe, alors que la constitution elle-même ne prévoit pas sa suppression. Et ça veut dire, en d'autres termes, le chef de l'État veut faire un coup d'État constitutionnel. Déjà, le fait de tenter, le fait de le dire, logiquement déjà, le procès devrait déjà être ouvert contre le chef de l'État pour tentative. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 64 de la loi. Lis l'article 64. De la Constitution. De la Constitution. Toute tentative, n'est-ce pas, de changer des constitutions, constitue une infraction de haute trahison. C'est pas nous qui le disons. Nous, c'est la loi. J'aurais aimé prochainement, lorsque je vais faire cette émission, nous devrons avoir la Constitution et la lire point par point, quand je parle des articles. Le fait que lui prend cette idée-là de changer la Constitution, il devrait déjà être poursuivi pour tentative. Et c'est pas moi qui donnais... Vous savez, j'ai suivi un enseignement magistral à l'époque de professeur Mbata qui expliquait ça aux étudiants. Lorsqu'on parlait à l'époque de soi-disant changement des constitutions, à notre époque, notre régime, il a indiqué très clairement que non simplement que ce crime commis lorsque vous voulez changer la constitution, c'est un crime imprescriptible.
Ces crimes-là, ce n'est pas un crime qui, même si aujourd'hui on ne vous poursuit pas, demain on va vous poursuivre. Les vrais problèmes, il faut savoir quelle est la motivation. Pourquoi le chef de l'État veut changer de constitution? Mais bien avant la motivation, honorable, vous aurez la parole. L'UDPS, d'ailleurs, il faut noter que la Constitution, c'est une œuvre humaine. Selon l'UDPS, elle n'est plus adaptée aux vraies réalités du pays. Pourquoi pas la retoucher? Elle qui n'est qu'une œuvre humaine. D'abord, quelle expertise a l'UDPS pour savoir s'il est adapté ou pas? Je ne trouve pas de l'expertise à l'UDPS. Je ne trouve pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quelles sont les réalités du pays à laquelle cette constitution n'est pas adaptée? L'UDPS ne le dit pas. Vous savez déjà, dans le départ, c'est sur base de mensonges que le chef de l'État lui-même a introduit ces débats. Il a commencé par dire qu'il faut la changer, cette constitution, du fait qu'elle a été écrite par des étrangers pour des étrangers. Alors que nous vous avons expliqué le processus de l'écriture de cette constitution. Oui, elle commence par une assemblée, par le Sénat, dirigé par Marini Bodo. Oui, une commission est mise en place, dirigée par l'ancien premier président de la Cour suprême de justice. Laquelle commission cherche à Kisangani même, où le chef de l'État a été dire ces mensonges. Assimissimi. Assimissimi. Pas un seul étranger. Jusque-là, il n'y a aucun étranger. La loi revient au Sénat, qu'il adopte. Il est envoyé à l'Assemblée nationale où on a comme président Olivier Kamitatou, un Congolais. Et à la PAJ où j'étais, nous sommes dirigés par qui? Par Mwando Simba, un Congolais. Voilà des mensonges d'État. Et après, on a changé les tactiques. On dit non, c'est l'article 217. Et nous avons démontré que l'article 217 n'a rien à voir avec l'aliénation d'une nation. Par contre, sans s'appuyer sur aucune disposition de la loi, le chef de l'État, lui, a aliéné la nation. Il a bradé la nation. Il a trahi la nation en adhérant à l'EAC. Et comme d'habitude, ils ne lisent jamais, mais tout simplement, c'est ça la culture de l'UDPS. Ils n'ont pas la culture de la lecture. Mais avant... Attendez. Il va amener le pays là-bas. Sur base de quelle disposition? Qui lui donne ce pouvoir? Qu'est-ce qu'il devrait faire bien avant cette adhésion selon vous? Mais toute adhésion à une organisation internationale nécessite l'accord de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas? Ça n'a jamais été le cas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne connaît même pas qu'est-ce qu'il avait signé. Parce qu'il était à l'Assemblée nationale. Non seulement qu'il a signé, mais le chef de l'État qui a fait lecture, j'espère, de l'article 4, alinéa 1er de la charte de l'EAC, qui dispose que l'EAC a les pouvoirs de détenir des terres à l'intérieur d'un pays membre et même de céder une partie de ces territoires. Et le chef de l'État, vous l'avez suivi, dire aux Congolais, interpeller les Congolais, mobiliser les Congolais pour dire « Faites-moi confiance, nous ne pouvons pas nous battre pour un morceau de terre. » C'était des propos d'un chef d'État. Pour un morceau de terre, parce que l'EAC va devenir désormais notre pays. Il nous a demandé de ne pas nous battre. Et c'est comme ça qu'il laisse justement les AFES, c'est comme ça qu'il laisse le M23 occuper des terrains, parce qu'il a dit que nous ne devrons pas nous battre. Et les militaires ont entendu, le chef de l'État a dit aux militaires de ne pas se battre. Mais le chef de l'État devrait être poursuivi pour haute trahison. Cet acte-là, c'est un acte de haute trahison. Et il est conscient qu'il sera poursuivi. Et c'est pourquoi il veut changer la Constitution. Alors vous pensez que le chef de l'État veut changer la Constitution pour... C'est pour faire une fuite en avant. Parce qu'il sait qu'il sera poursuivi. Il a commis beaucoup de fautes gravissimes. Il a matraqué, il a, si vous voulez, désacralisé la Constitution de la République. Et même son parti, vous avez suivi Kabouya raconter des insanités sur la Constitution. Et c'est une Constitution maudite. La Constitution qui lui a donné les pouvoirs, sur lesquels le chef de l'État a prêté serment de respecter cette Constitution. Mais
le chef de l'État devrait être poursuivi parce qu'il n'a pas respecté la Constitution, parce qu'il ne respecte pas la Constitution. Honorable Moussa Kalema, le président de la République l'a dit. Il est le garant du bon fonctionnement de la nation. C'est lui qui sait mesurer la température du pays. Il a vu que certains articles empêchent les pays de décoller. Mais pensez-vous, sans état d'âme, que cette constitution, dans tous ces articles, il n'y a pas à retoucher, il n'y a pas à toucher parce que vous êtes de l'opposition? Non, attendez, ne faites pas dire des choses qu'on n'a pas dites. D'abord, quand votre chef de l'État dit il est le garant. Vous savez, une fois encore à l'Assemblée nationale, une loi sera, comme l'a fait les Bénin d'ailleurs, sera introduite pour qu'on cesse avec les cultes de la personnalité. Vous savez comment les chefs de l'État se présentent? Moi, Félix Tshisekedi, béton. Un chef de l'État qui s'appelle d'abord lui-même béton. Garant. Ce n'est qu'un surnom. Non. D'abord, attendez. Vous avez donné à Kabila un surnom ici que tout le monde connaît. Jamais Kabila, jamais tu as suivi Kabila dire moi, Sino Rambo. Il ne le dira jamais. Aucun président au monde ne le dira. Le chef de l'État doit savoir qu'il est le président d'un État, d'un grand pays, créé à un certain moment dans l'histoire de ce monde. Quand Mobutu parlait, les gens craignaient ce pays. Voyez-vous? Et donc je note que le chef de l'État est garant. Un garant ne peut pas justement désacraliser sa constitution. Ce n'est pas en les disant, c'est dans les actes qu'on doit voir que le chef de l'État est véritablement le garant. S'il était le garant, le pays ne serait pas divisé aujourd'hui. Le pays est divisé. Le pays est divisé, je vous dis, des parties entières échappent au contrôle de notre État. Les chefs de l'État doivent faire trop attention. Être garant ne signifie pas que le pays devient votre propriété privée. Ce n'est pas la propriété privée des chefs de l'État, non. C'est justement les biens communs. Le chef de l'État. Et les biens communs, ça veut dire, le pays là, ça veut dire, il est composé des vivants et des morts. Et les morts et les vivants font partie de cet État. Garantir, ça veut dire justement faire en sorte que les choses marchent convenablement. Est-ce que les choses marchent? Est-ce que les chefs de l'État assurent? Lorsque nous voyons aujourd'hui des civils être dotés de tenues militaires et des armes par le parti présidentiel, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous attribuez ça toujours à l'UDPS, si bien que il y a un communiqué. Voilà, justement, c'est là où j'ai dit que vous êtes partisane. Excusez-moi d'être un peu fort comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons vu les militants du parti lui-même le déclarer. Et nous avons vu dans cette ville l'IDPS en train de former des milices. Nous avons vu des gens aujourd'hui dans cette ville avec des tenues brigade spéciale force de progrès. Et vous dites que c'est nous qui le disons. Alors qu'eux-mêmes, qui ne connaît pas? Toi, tu ne connais pas que l'IDPS a des milices? Tu ne connais pas que la force du progrès, c'est une milice de l'IDPS? Non, on connaît que la force du progrès appartient à l'UDPS, mais ce n'est pas une milice, comme vous le dites. Alors c'est quoi? Et qu'est-ce qu'une milice? Vous n'avez pas vu dans cette ville la force du progrès arrêter des gens, coffrer des gens? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu des perquisitions exécutées par les services publics, démanteler même des pare-balles au siège de Force du Progrès? Augustin Kabouya l'a jamais reconnu et surtout que c'était des gens instrumentalisés. Attendez, il ne faut pas blaguer. Charlie, s'il te plaît. Il faut pas dire des choses comme ça, c'est pas bon. On ne joue pas avec un peuple. Tu connais comment qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Haïti est devenu ce qu'il est devenu? C'est à cause des ministres comme les Forces du Progrès. Aujourd'hui, ce pays n'est plus gouvernable. Il ne faut pas jouer. Quand vous posez des questions pertinentes. Et quand je vous réponds, vous ne savez pas que je suis très préoccupé par cette situation. Logiquement, l'IDPS, on devrait déjà dissoudre ce parti. L'UDPS? Oui, parce que la loi dit nul ne peut détenir une milice. Personne. La loi, la Constitution interdit. Sous peine d'être poursuivi pour haute trahison. L'IDPS, c'est un parti qu'on doit dissoudre. Il y a des milices. Et les miliciens eux-mêmes vous disent, nous sommes de l'IDPS. Nous sommes plus de 3. On a donné des tenues à 300 personnes
et justement là où j'habite, dans la Tchangou. Maintenant qu'ils parlent, qu'ils veulent, ils sont dans la campagne de changement des constitutions, et on dote à l'air militant détenu. Pour faire quoi? Vous pensez qu'on veut vous museler? Je ne pense pas. Est-ce que ce n'est même pas la question qu'il faut me poser? Parce que vous savez qu'on nous muselle et qu'on matraque chaque fois tous ceux qui veulent parler, qui veulent faire entendre raison à ce parti qui est devenu comme un parti scélérat. C'est ça la réalité. Pourquoi on doit doter de tennis à des civils? À quelle fin? Et tu penses que Kabouya peut venir dire oui, c'est moi qui les... Parce qu'il sait qu'il sera immédiatement arrêté. D'ailleurs, si la justice était impartiale, on l'aurait interpellé. Le simple fait que le monsieur l'a cité, a cité l'UDPS, le secrétaire général devrait être interpellé. Mais qui va l'interpeller? Aujourd'hui, la révision ou le changement de la Constitution fait jaillir beaucoup d'encre et salive dans la toile. On a même vu, parce que ça ne fait pas aussi ce qui est vrai l'unanimité au sein de l'Union sacrée, parce que nous avons vu l'honorable Ngoï Kassanji qui n'était pas du tout d'accord avec cette démarche. Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Nous avons même suivi l'un des membres du présidium de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba, qui a dit que lui, il reconnaît la révision prévue par la Constitution et non le changement. Ma question est celle-ci, honorable. Vous qui êtes de l'opposition, une opposition qu'on qualifie de faible, pensez-vous réellement arrêter cette initiative prise par le chef de l'État? Mais cette initiative, déjà, c'est un mort-né. Parce que le chef de l'État sera, lui-même, s'il n'arrête pas cette initiative, c'est lui qui sera arrêté. Je vous ai dit qu'il est déjà en plein haute trahison. C'est pas une blague. Moi, je ne tiens pas des propos en l'air. Si le président qui n'arrête pas cette mésaventure, il sera poursuivi pour haute trahison. Mais vous avez... Il y a les tribunaux. Attendez, s'il pense que ici au Congo, il n'y a personne qui peut les poursuivre, mais il doit savoir qu'il y a des tribunaux sur le plan international. Ça ne passera pas déjà le fait que dans sa famille politique, d'abord, Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul. Tu n'as pas suivi Bahati. Bahati a dit très clairement, pour lui, il n'y a pas un problème de textes dans ce pays. Il n'y a qu'un problème des hommes. C'est clair et net que ce processus, c'est un processus biaisé. Mais vous ne pensez pas que les changements de la Constitution seraient une béquille qu'on va donner à vous, du PPRD, parce que vous avez toujours souhaité le retour de Joseph Kabila, si aujourd'hui on change la Constitution? Non, nous ne travaillons pas sur bas d'individus. Nous, attendez, nous, on ne parle pas des hommes, nous parlons des principes. D'abord, je note qu'il n'y a rien qui interdit à Kabila de revenir. Ce qui est interdit, il n'y a rien qui l'interdit de revenir s'il veut revenir. Mais l'IDPL, le FCC, mais c'est une grenier des intellectuels, des intelligences. Il y a beaucoup de des hommes et des éminentes personnalités qui peuvent être candidats demain. Si Kabila ne peut pas être candidat, mais il y aura d'autres candidats. Sa famille politique sortira un autre candidat. Nous n'avons pas besoin qu'on nous donne des béquilles parce que nous savons qu'il est éligible au jour d'aujourd'hui. S'il veut revenir, il va revenir. Ce qui est interdit, c'est d'avoir 3 mandats successifs, d'affilée. En tant que sénateur à vie... Mais sénateur à vie, c'est quoi? Sénateur à vie, c'est pas un titre politique, c'est un titre honorifique. La preuve, les sénateurs à vie, il n'a pas d'assistant parlementaire. Les sénateurs à vie, il peut ne pas venir au Sénat. Personne ne va lui dire, on ne va pas l'exclure, parce qu'il est à vie. C'est un titre honorifique qui n'a rien à voir avec le règlement intérieur du Sénat. Donc c'est un titre honorifique. C'est comme là, je suis commandeur des ordres nationaux des Léopards ou des héros nationaux. C'est honorifique. Ça ne me donne aucun autre privilège que les honneurs. Et donc, je note que nous n'avons pas besoin des changements des constitutions pour que Kabila revienne au pouvoir.
Alors, on arrive sûrement à la fin de cet entretien, honorable Moussa Kalema. Il nous reste deux petites préoccupations. La première est celle de savoir est-ce que les Congolais peuvent noter que derrière l'idée de changer notre constitution, comme vous le dites, le président de la République veut changer la donne, il veut dissoudre le Sénat, il veut laisser uniquement l'Assemblée nationale pour qu'il soit élu justement par les députés et il ne sera plus question de la population. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons vu dans tous, nous voyons, nous suivons dans les réseaux sociaux. Nous suivons même la propagande qui est ouverte par rapport à ça. La propagande qu'ils font sur leur constitution. Les réformes qu'ils comptent introduire dans cette constitution. D'abord, un système présidentiel. Dire, comme à l'époque de Mobutu, c'est à quoi nous ne pouvons plus accepter. Ça, c'est un principe que nous avons levé à la conférence nationale, parce que lui, le président, n'était pas à la conférence nationale. C'est son père qui siégeait à la conférence nationale. Même Kabouya n'existait pas à cette époque. Qu'il demande à Mobake, à Tchibala, qui ont participé. C'est une option de la conférence nationale. Nous ne pouvons plus accepter au jour d'aujourd'hui de retourner à un régime comme celui de Mobutu. Mais cette fois-ci, lui veut quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent un régime avec un président. On supprime les postes de Premier ministre. Et le président va se nommer un vice-président de la République, qui peut être son fils, qui peut être son cousin, son frère, son ami. Et ils vont supprimer le Sénat. Et le chef de l'État sera élu au suffrage universel indirect. Comme en Angola, comme en Afrique du Sud. Mais dans quel pays? Un pays gangréné par la corruption, avec des dirigeants immatures et inconscients, avec un parlement d'abord illégitime, ça ne passera pas. Corrompu. Ça ne passera pas. Et qui va faire les référendums? Denis Kadima, qui a fait la honte de la République. Et comme je l'ai dit autrefois, en réalité devrait se trouver en prison. Denis Kadima. Bien entendu. Et c'est celui-là qui va organiser les référendums, parce que les référendums, ce sont des élections comme les élections législatives, comme les élections du président de la République. Et donc c'est Kadima qui va nous diriger. Kadima qui a fait les scandales du siècle électoral. Nous allons encore accepter que ce monsieur-là puisse faire un référendum. Puisque nous vous disons qu'on ne peut pas y arriver. Le fait déjà de penser à ça, c'est une autre trahison. Et on dit que ça n'aura pas lié. Le dernier sujet, honorable Moussa Kalema, c'est en rapport avec la visite officielle de Joe Biden en Afrique, précisément en Angola. Mais nous avons vu également la présence du chef de l'État dans cette rencontre où il y a eu un accord pour l'exploitation des minéraux entre la RDC, l'Angola, la Tanzanie, si je ne me trompe pas, aussi la Zambie, avec les États-Unis d'Amérique. Là, on fait allusion au corridor de Lobito. Pensez-vous que cette visite de Joe Biden aura des retombées positives en RDC? Oui, chaque fois on fait des figurants. Alors les gens ne comprennent pas. Les Congolais, franchement, n'ont pas l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Observez. De tout le temps que le chef de l'État est au pouvoir, combien de voyages il a effectué aux États-Unis? Pas une seule fois, on l'a réussi à la Maison-Blanche. Hein? Et ça ne vous dit rien. Et vous ne voyez pas que nous faisons les figurants? La RDC. La RDC fait que les figurants. Les gens se moquent de nous, franchement. Comment la RDC fera les figurants? Mais il fait les figurants. La plupart des matières premières qu'on va exploiter dans cet accord viennent de la RDC. Oui, justement, il fallait que le chef de l'État vienne en RDC, là où on devrait justement prendre ces matières-là. C'est là devrait être le cœur même du projet. Mais le cœur de ce projet, ce n'est pas ici. C'est en Angola. C'est en Tanzanie ou bien Zambie? Zambie, je crois. Alors que les matières se trouvent ici, chez nous. Nous allons comme de petits figurants. À la dernière minute, on nous invite à la table. Et nous sommes là pour signer les chrysanthèmes, donner des accords, dont on ne maîtrise même pas d'ailleurs les sous-bassements. Vous voulez dire que ce n'est pas bénéfique pour la RDC? Je ne sais pas. Un pays d'abord
qu'il y a un problème de sécurité sérieuse, où les matières premières sont volées comme on veut. Maintenant qu'on va avoir un chemin de fer sur lequel nous n'aurons même pas des contrôles. Il est très clair que le pays sera pillé et deviendra pauvre dans quelques temps, surtout qu'on n'a pas de gouvernement responsable. Quel que soit ce que nous pouvons tirer comme dividendes, mais nous ne tirons pas les dividendes comme les Angolais vont les tirer, comme les autres vont les tirer, parce que nous n'avons pas de gens suffisamment outillés qui maîtrisent les dossiers et les hommes pour bien négocier. Et je vous ai indiqué que s'il y avait de respect et des considérations, le chef de l'État a fait plusieurs voyages aux États-Unis, mais ce monsieur ne l'a jamais reçu, même pas une seule fois à la Maison-Blanche. C'est qu'il y a un problème. En diplomatie, il y a les principes de réciprocité, ça joue ça. Vous voulez dire? Et vous savez, à l'époque de Clinton, justement Clinton est venu à la dernière minute en Angola. Quand justement on devait avoir un changement aux États-Unis, pendant justement la période de transition, c'est en ce moment-là aussi, curieusement, Bill Clinton est venu. Et la suite, vous le savez. Le Congo est toujours dans les collimateurs, parce qu'il n'y a pas de répondants, parce qu'il n'y a pas vraiment un bon répondant au pays. Et moi, je crois que nous ne sommes pas, même sur cette table-là, nous n'étions pas à notre place. Pensez-vous que cette histoire des Lobito, la RDC est utilisée comme un dindon de la farce? Mais comme toujours, on utilise nos matières. C'est comme ça qu'on est en train de piller nos matières. C'est comme ça qu'on est en train de brader nos matières. Parce que nos matières, on les pille avec la complicité de qui au jour d'aujourd'hui? Des pouvoirs publics. Notamment de la présidente de la République. C'est pas moi qui l'ai dit. Kabouya vous a donné une démonstration énorme. Et comment il s'appelle, le monsieur qui est en prison? Le premier Kabound. Nous a expliqué comment on pillait les matières premières de ce pays. Et au jour d'aujourd'hui, tous les carrés miniers de ce pays sont entre les mains de qui? Vous le savez. Donc je ne vois pas avec un gouvernement illégitime comme celui-là, parce que j'ai dit que le gouvernement est illégitime, parce que même le chef de l'État lui-même, il est illégitime, parce que toujours c'est par effraction qu'il arrive au pouvoir. Et vous savez que cette fois-ci, il y a au moins plus de 13 000 machines étaient entre les mains des partisans de l'Union sacrée pour se voter eux-mêmes et voter le chef de l'État. C'est pourquoi les choses ne peuvent pas marcher. C'est pourquoi les gens ne nous respectent pas. Vous ne voyez pas que la communauté internationale, la fameuse communauté internationale, ne nous respecte pas. Vous n'avez pas vu comment on a été ridiculisé en France dans l'histoire de la francophonie? Ce sont des signes qui doivent nous interpeller et qui doivent faire que les Congolais se mettent ensemble, réfléchissent comment sauver ce pays, comment avoir un leadership fort, éclairé à la tête de ce pays, mais démocratique, et pour que ce pays puisse se développer, sinon nous sommes dans la merde. Même sous Kabila, nous avons été isolés. Hein? Non, c'est faux. C'est faux, archi faux. Justement, c'est ça les procès d'intention. C'est ça justement la manipulation. On vous fait dire des choses. Alors vous avez vu Kabila être reçu par tous les chefs de l'État de ce monde. Kabila a eu des problèmes avec la communauté internationale, la fameuse communauté internationale, l'Occident, à la dernière minute lorsqu'il va prendre la loi minière. C'est la loi minière qui a fait que Kabila puisse avoir aujourd'hui des problèmes. Parce que avec cette loi, il a donné beaucoup de pouvoir aux Congolais. Et quand on lui a demandé de revoir cette loi, il a refusé. C'est comme ça, à la dernière minute, il a eu des problèmes. Kabila, il a été reçu par tous les chefs de l'État. Il a franchi plusieurs fois la Maison Blanche. Dis-moi que c'est pas, il ne voyageait pas comme le chef de l'État l'a fait. Il a fait plus de 200 quelques voyages. Et aux États-Unis, ça en est plus de 10 peut-être. Ça qui ne soit réussi à la Maison Blanche. Et pourquoi la maison Schengen avait fermé ses portes ici? C'est Kabila qui l'a fermé, c'est ça justement. C'est Kabila qui a demandé, qui a fermé la maison Schengen. C'est pas la maison Schengen qui s'est fermée, c'est Kabila. Parce que c'était souverainiste. C'était nationaliste pur dire. Parce qu'il avait de l'autorité, parce qu'il avait de la personnalité. Honorable Moussa Kalema, on arrive sûrement à la fin de cet entretien. Ce qui est vrai, l'actualité est évolutive. Nous reviendrons encore parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, à évoquer, faute de temps. Quel message avez-vous, je dirais, les derniers mots pour ces numéros? Et c'est le mot que je vais dire.
notre peuple doit se mobiliser pour qu'en fait cette mésaventure de changement des constitutions ne soit pas citée. Et que nous devrons nous organiser pour que cette infâme ne puisse pas avoir lieu. Et que les politiques, ceux qui aiment ce pays, doivent s'organiser pour que, si le chef de l'État persiste dans cette mésaventure, qu'il soit traduit devant les instances habilitées et pour les juger de manière que le pays ne soit pas livré à l'infâme comme il est au jour d'aujourd'hui, et que le peuple se mobilise et pour que la mésaventure de l'UDPS ne puisse pas passer et qu'elle devienne de plus en plus vigilante et pour sécuriser ceux qui justement se battent et pour que les Congos puissent sauvegarder les peu de crédit qui lui restent. Parce que la crédibilité, nous l'avons véritablement perdue à cause de nos dirigeants. Voilà. Honorable Moussa Kallema, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la communauté musulmane en RDC. Vous êtes président du Parti des Vertus Républicaines PVR, mais également membre de la conférence des présidents francs communs pour le Congo. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations, mais surtout merci pour votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. À vous, chers téléspectateurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis, merci de nous faire parvenir vos commentaires, vos suggestions. Elles seront toujours les bienvenues. Merci de vous abonner et surtout merci de liker. C'est justement dans l'optique de nous soutenir. Merci et à très bientôt.